Imaginez le forum romain à l'apogée de l'Empire, quelque part au 1er ou 2e siècle de notre ère. Des colonnes de marbre brillent d'un blanc éclatant sous le soleil méditerranéen. Des sénateurs fendent la foule, leurs corps drapés dans de vastes pans de laine blanche, la toge, ce vêtement suprêmement peu pratique qui les désignait comme les maîtres du monde civilisé. Pendant ce temps, à 1000 miles au nord, des légionnaires romains se blottissent dans des camps de fortune le long de la frontière du Rhin, leur souffle visible dans l'air glacial, leurs jambes nues virant au bleu sous de courtes tuniques, tandis que des guerriers germains les observent depuis les forêts, au chaud et à l'aise dans leurs pantalons de laine. Telle était la réalité absurde du pouvoir romain. Un empire qui avait conquis le monde connu de la Bretagne à la Mésopotamie se retrouvait engagé dans une lutte acharnée et perdu d'avance contre le vêtement peut-être le plus pratique jamais inventé, le pantalon. Les puissantes légions pouvaient soumettre les rois barbares et renverser d'anciennes dynasties. Mais elles ne pouvaient pas vaincre le simple attrait d'un tissu enroulé autour des jambes. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les Romains considéraient le pantalon comme un symbole de barbarie si menaçant que les empereurs finiraient par promulguer des édits exilant quiconque oserait en porter dans la cité sacrée. Nous explorerons comment la toge est devenue le marqueur déterminant de la civilisation romaine, pourquoi des hommes intelligents comme Cicéron croyaient sincèrement que le pantalon indiquait une agressivité innée, et comment la nécessité pratique a progressivement érodé des siècles de préjugés culturels. Vous assisterez à la transformation ironique qui a vu le vêtement autrefois banni par les Romains devenir une tenue de cour obligatoire dans l'Empire byzantin. En chemin, nous découvrirons ce que cette étrange controverse révèle sur l'identité culturelle, le pouvoir impérial et l'éternelle tension entre tradition et praticité. Des steppes d'Asie centrale aux frontières gelées de la Germanie, de la garde-robe privée d'Auguste César à l'opulente cour byzantine, ce voyage éclaire la manière dont une chose aussi banale qu'un couvre-jambe est devenue un champ de bataille pour la civilisation elle-même. Pour comprendre l'hostilité des Romains envers le pantalon, nous devons d'abord saisir ce que la toge signifiait pour l'identité romaine. Le poète Virgile, écrivant sous le règne d'Auguste, décrivait les Romains comme la gens togata, littéralement le peuple porteur de toge. Ce n'était pas une simple figure de style poétique. Dans son Énéide, Virgile prophétisait que Jupiter lui-même avait désigné les Romains comme les maîtres du monde, le peuple porteur de toge. L'empereur Auguste aimait tellement ces vers qu'il ordonna aux citoyens de porter la toge chaque fois qu'ils se présentaient au forum ou assistaient aux jeux du cirque. La toge était plus qu'un vêtement, c'était la manifestation visible de ce qui séparait le Romain du barbare, le citoyen de l'étranger, la civilisation du chaos. La toge avait un poids juridique et social extraordinaire. C'était, littéralement, la marque de la citoyenneté. Et avec cette citoyenneté venait une constellation de privilèges qui définissait la vie romaine. Seuls les citoyens romains pouvaient porter la toge. Les étrangers ne le pouvaient pas. Les esclaves ne le pouvaient pas. Plus significatif encore, les Romains qui avaient été exilés perdaient le droit de la porter, une punition qui les dépouillait non seulement d'un vêtement, mais de leur identité même. Les auteurs romains comprenaient l'exil comme le fait d'être interdit de toge, la perte du symbole visible qui marquait sa place dans la société romaine. Perdre la toge, c'était perdre sa place dans la société romaine, devenir une non-personne aux yeux de la loi. Les droits qu'elle représentait incluaient la capacité de voter aux élections, de contracter un mariage romain légal, de posséder des biens en vertu du droit romain, de bénéficier d'avantages fiscaux et de recevoir une protection contre les châtiments arbitraires. La toge vous rendait littéralement romain.
Les jeunes hommes romains recevaient leur toge lors d'une cérémonie de passage à l'âge adulte élaborée, tenue pendant la fête des Liberalia, généralement entre l'âge de 14 et 17 ans. Le moment exact était laissé à la discrétion du père. Un homme jugeait quand son fils était prêt à assumer les responsabilités de la citoyenneté. En ce jour de transformation, le garçon enlevait la toge prétexte de l'enfance, avec sa bordure pourpre distinctive, et revêtait la toge virile d'un blanc uni, également appelée toga pura ou toga alba. Cette toge entièrement blanche le désignait comme un citoyen mâle adulte, bien qu'il fût encore considéré comme un roturier, à moins d'atteindre une haute fonction. Ceux qui s'élevaient pour devenir magistrats portaient à nouveau la toge prétexte à bordure pourpre, signalant visuellement leur rang élevé. Les anciens consuls et les généraux triomphants pouvaient porter la toge picte, richement décorée. Chaque variation renforçait le même message. Vos vêtements annonçaient votre place dans la hiérarchie romaine. Dès le IIIe siècle avant notre ère, notent les historiens, la toge était devenue l'insigne caractéristique de la citoyenneté romaine. Pourtant, malgré toute sa puissance symbolique, la toge était d'une impraticabilité à couper le souffle. Cette énorme pièce de tissu semi-circulaire, mesurant environ 18 pieds de long et 7 pieds de large, exigeait une habileté considérable pour être drapé correctement. Le porteur devait arranger de multiples couches et plis dans des configurations précises, créant le drapé diagonal distinctif sur le torse et les plis en cascade qui signalaient une tenue correcte. Une fois arrangée, la toge restreignait sévèrement les mouvements. On ne pouvait pas courir en toge. On ne pouvait pas se battre en toge. On ne pouvait effectuer aucun type de travail manuel en toge. Le travail physique ferait s'effondrer les plis soigneusement arrangés dans le chaos. Le poids même de la laine rendait le vêtement insupportablement chaud en été, mais sa construction ouverte offrait peu de chaleur en hiver. Pline l'Ancien se plaignait de l'inconfort. Les satiristes se moquaient des prétentions des hommes qui portèrent la toge pour afficher leur statut, tout en menant des affaires qui auraient pu être traitées tout aussi bien dans une simple tunique. En effet, la plupart des Romains, la plupart du temps, portèrent des tuniques, des vêtements simples et pratiques qui leur permettaient de travailler, de marcher et de vivre leur vie. La tunique était le vêtement de tous les jours pour les Romains de toutes les classes. Mais la toge restait essentielle pour toute occasion formelle, toute apparition au forum, toute participation à la vie civique. L'édit d'Auguste exigeant le port de la toge dans les espaces publics était en soi une sorte d'action d'arrière-garde désespérée contre le déclin de la toge. Déjà au début de l'Empire, la toge devenait ce que les chercheurs appellent une relique d'une autre époque, maintenue par la pression sociale et l'exigence légale plutôt que par son utilité pratique. Les Romains continuaient à la porter non pas parce que c'était logique, mais parce qu'être romain exigeait certains engagements visibles envers la tradition, aussi peu pratique soit-il. Cette insistance devient plus compréhensible lorsque l'on considère que la culture romaine s'est développée dans le chaud bassin méditerranéen. Le climat de l'Italie rendait les tuniques amples, les sandales ouvertes et les jambes nues non seulement acceptables, mais véritablement pratiques. La toge, malgré toute sa lourdeur, pouvait au moins fonctionner dans l'environnement tempéré de Rome. L'identité culturelle romaine a été façonnée par la géographie. Leurs vêtements fonctionnaient parce qu'ils vivaient là où ils vivaient. Bientôt, nous verrons comment cette vision du monde centrée sur la Méditerranée a créé de profonds problèmes lorsque le pouvoir romain s'est étendu dans le nord glacial. Mais d'abord, nous devons comprendre d'où venaient les pantalons et pourquoi les Romains les associaient si fortement à la barbarie. Le pantalon n'a été inventé ni par les Romains, ni par les Grecs, ni par aucun peuple méditerranéen. Il a émergé des vastes prairies d'Asie centrale, créées par des peuples nomades, pour qui les chevaux n'étaient pas seulement un moyen de transport,
mais le fondement de civilisations entières. Des fouilles archéologiques dans les tombes de Yang'ai en Chine ont mis au jour les plus anciens pantalons connus, datant d'environ 3300 ans. Ces vêtements anciens montrent une confection sophistiquée, avec des jambes larges qui se rétrécissaient aux chevilles et un entrejambe renforcé, précisément les caractéristiques nécessaires pour de longues heures en selle. Pour les peuples nomades, le pantalon résolvait des problèmes fondamentaux. Il fournissait de la chaleur dans le rude climat continental. Il protégeait les jambes des frottements contre le cheval et de la végétation des steppes. Plus important encore, il permettait la liberté de mouvement nécessaire au tir à l'arc à cheval et à la guerre de cavalerie. Le pantalon était, dès sa création, un vêtement de mobilité et de praticité. Les Scythes, ces féroces cavaliers qui terrorisaient les steppes environ 700 ans avant notre ère, portaient de longs pantalons, des tuniques et des manteaux. La poterie grecque de la période classique représente des guerriers scythes dans leur tenue distinctive, les montrant souvent comme des archers dans des pantalons élaborés décorés de motifs géométriques. Pourtant, les Grecs, ces ancêtres culturels que les Romains admiraient tant, considéraient les pantalons scythes avec mépris. Ils appelèrent les pantalons toulakos, ce qui signifie « sac », un terme suintant le mépris. Aux yeux des Grecs, ces vêtements étaient de toute évidence non civilisés, le costume de gens qui vivaient comme des animaux à cheval, qui buvaient du lait de jument fermenté et ne connaissaient rien à la vie urbaine convenable. Les Grecs portaient le chiton et l'imation, des vêtements fluides qui ressemblaient à la tunique et à la toge romaine. Ils définissaient la civilisation comme méditerranéenne, urbaine et vêtue de toge. Tous les autres étaient simplement des barbaros, une personne qui babillait des sons incompréhensibles au lieu de parler un grec correct. Les Romains ont hérité de ce préjugé et l'ont amplifié. Ils ont rencontré des peuples porteurs de pantalons sur de multiples frontières. Et dans chaque cas, le pantalon servait de marqueur commode de l'altérité. Les Perses et les Mèdes portaient des anaxirides, de longs pantalons serrés venus d'Asie centrale, en Iran, souvent décorés de motifs élaborés. Ces vêtements apparaissent fréquemment dans l'art romain, représentant l'Orient. Des mosaïques byzantines du 5e au 7e siècle montrent les mages, ces sages venus d'Orient, portant des pantalons à motifs distinctifs, un code visuel signalant immédiatement leur origine étrangère. Aux yeux des Romains, les pantalons persans indiquaient le luxe, certes, mais aussi le despotisme oriental, la mollesse efféminée qu'ils associaient aux cours asiatiques. Mieux valait la tradition virile romaine des jambes nues que la décadence couverte de la Perse. La rencontre qui s'avérerait la plus significative eut lieu en Gaule. Lorsque Jules César lança sa conquête de la Gaule environ 50 ans avant notre ère, les légions romaines se retrouvèrent face à des peuples celtes qui portaient des bracae, des pantalons de laine, souvent faits de peaux d'animaux, maintenus par des cordons. Ces vêtements étaient amples et éminemment pratiques pour le climat frais et humide du nord de l'Europe. Les Gaulois avaient développé une industrie textile sophistiquée, produisant une laine de haute qualité qui était exportée dans tout le monde romain. Leurs pantalons étaient bien faits, chauds et confortables. Les Romains adoptèrent même un nom spécial pour la région sud de la Gaule, Gallia Bracata, la Gaule en pantalon, la distinguant de la Gallia Togata, la région du nord de l'Italie, où les citoyens romains portaient des toges appropriées. La terminologie géographique elle-même encodait la frontière culturelle. D'un côté de la ligne, la civilisation et les toges, de l'autre, la barbarie et les pantalons. Les peuples germaniques, au-delà du Rhin, portaient des pantalons amples similaires. À mesure que le pouvoir romain s'étendait en Germanie et finalement en Bretagne, les légionnaires rencontraient à plusieurs reprises ces peuples porteurs de pantalons. Les preuves archéologiques
et les représentations artistiques montrent des guerriers germains en pantalon, souvent maintenus par des bandes croisées de la cheville au genou. Ces peuples étaient, selon l'estimation romaine, la définition même des barbares. Ils vivaient dans des forêts plutôt que dans des villes, ils n'avaient pas de littérature écrite, ils vénéraient des dieux étranges dans des bosquets sacrés, et ils portaient des pantalons. Toutes ces caractéristiques formaient une image unifiée de la barbarie dans l'esprit romain. Cela nous amène à un schéma crucial. Tous les peuples que les Romains ont rencontrés qui portaient des pantalons vivaient en dehors du monde méditerranéen. Chaque culture porteuse de pantalons était qualifiée de barbare. La logique semblait inattaquable. Les gens civilisés portèrent des toges, les barbares portèrent des pantalons. Le vêtement lui-même devenait la preuve de l'infériorité culturelle. Ce que les Romains ne reconnaissaient pas, ou refusaient de reconnaître, c'est que le pantalon représentait une adaptation sensée à des conditions environnementales différentes. Les peuples qu'ils rejetaient comme des sauvages avaient simplement résolu des problèmes pratiques de manière pratique. Monter à cheval en robe est inconfortable et dangereux. Vivre les hivers du nord de l'Europe en tunique et en sandales est misérable et potentiellement fatal. Mais les Romains avaient construit toute une idéologie autour des normes vestimentaires méditerranéennes, et cette idéologie rendait impossible de voir le pantalon comme autre chose que barbare. Bientôt, nous découvrirons à quel point ce préjugé était profond, et comment des Romains intelligents et éduqués se sont convaincus que le pantalon indiquait non seulement une différence culturelle, mais une déficience morale. Le poète romain Ovide nous fournit l'un de nos récits les plus vivants des attitudes romaines envers le pantalon, rendu d'autant plus puissant par les circonstances dans lesquelles il a écrit. En l'an 8 de notre ère, l'empereur Auguste exila Ovide à Tomis, une ville frontalière sur la côte de la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Les raisons de cet exil restent mystérieuses. Ovide lui-même a fait une référence énigmatique à un poème et une erreur, probablement son Ars Amatoria, combiné à un scandale personnel impliquant la famille impériale. Quelle que soit la cause, la punition fut sévère. Ce poète sophistiqué, habitué à la vie cultivée de Rome, se retrouva banni aux confins du monde connu, entouré de peuples que Rome considérait comme barbares. Les écrits d'Ovide depuis son exil brossent un portrait de son environnement filtré par une profonde révulsion culturelle. Il décrivait les habitants locaux comme odieux, vêtus de peau et de pantalons, ajoutant de manière significative qu'ils étaient odieux, même lorsqu'ils n'étaient pas dangereux. C'est une phrase révélatrice. Même lorsque ces gens ne représentaient aucune menace, même dans des circonstances pacifiques, Ovide les trouvait repoussants. Leurs vêtements étaient si étrangers, si incorrects, qu'ils les rendaient dégoûtants aux yeux des Romains. Il nota avec une horreur particulière que seul leur visage était visible, le reste de leur corps étant caché sous des fourrures et des pantalons. Pour un Romain habitué à la culture visuelle de la toge et de la tunique, où la forme du corps restait visible et le drapé du tissu transmettait statut et dignité, cette couverture complète semblait en quelque sorte inhumaine. Ovide vivait ce que nous pourrions appeler un choc culturel, la profonde désorientation qui vient de l'immersion dans une société dont les pratiques les plus élémentaires violent nos suppositions les plus profondes sur la façon dont les humains civilisés devraient se comporter. Une utilisation plus calculée du préjugé anti-pantalon apparaît dans la stratégie rhétorique de Cicéron, le plus grand orateur de Rome. Entre 74 et 72 ans avant notre ère, Marcus Fonteius, un ancien gouverneur de Gaule, fut poursuivi pour extorsion. L'accusation fit venir des témoins gaulois pour témoigner contre lui. Cicéron, défendant Fonteius, avait besoin de discréditer ces témoins, et il se saisit de leurs vêtements comme preuve de leur manque fondamental de fiabilité. Dans son discours pro-Fonteio, Cicéron tonna « Pouvez-vous hésiter à croire, juge,
alors que ces lignages ont une hostilité innée et mènent une guerre incessante contre le nom du peuple romain? Pensez-vous qu'avec leurs manteaux et leurs pantalons, ils viennent avec soumission? La logique ici mérite d'être analysée attentivement. Cicéron suggère que les vêtements des Gaulois, spécifiquement leurs pantalons, prouvent leur hostilité innée et leur incapacité à la soumission. Le pantalon n'est pas présenté comme un simple costume, mais comme la preuve de défauts de caractère inhérents. Un peuple qui porte des pantalons doit être naturellement agressif, naturellement indigne de confiance, naturellement en désaccord avec la civilisation romaine. Ce n'était pas seulement un préjugé anti-gaulois, c'était une instrumentalisation rhétorique sophistiquée des marqueurs culturels. Cicéron savait que son public romain partageait ces préjugés. En attirant à plusieurs reprises l'attention sur la tenue gauloise, il activait toute une constellation d'associations négatives dans l'esprit des jurés. Ces témoins pouvaient parler latin, ils pouvaient prêter serment aux dieux romains, mais leurs pantalons les trahissaient. Ils ne pourraient jamais être vraiment fiables, jamais vraiment civilisés, car la civilisation et le pantalon étaient fondamentalement incompatibles. L'argument nous semblerait risible, mais il fonctionnait clairement dans un tribunal romain. Les marqueurs culturels, entre les mains habiles de Cicéron, devenirent la preuve d'une inaptitude morale et juridique. Le professeur Kelly Olson, auteur de Masculinity and Dress in Roman Antiquity, a souligné un point crucial. Il n'y avait aucune raison hygiénique au dégoût des Romains pour le pantalon. Les Romains ne croyaient pas que les pantalons étaient malsains ou sales. Ils ne les aimaient tout simplement pas à cause de leur association avec les non-romains. Ce pur préjugé culturel est peut-être plus tenace qu'un préjugé fondé sur des préoccupations pratiques. Si les Romains avaient cru que les pantalons causaient des maladies, ils auraient pu être convaincus du contraire par des preuves. Au lieu de cela, les pantalons étaient offensants parce qu'ils étaient étrangers. Un argument circulaire qui n'admettait aucune contre-preuve. Un dicton de la Rome impériale capture parfaitement cette attitude. Dans la Rome impériale, aucun homme d'honneur n'aurait songé à porter ce qui était considéré comme l'accoutrement d'un barbare sauvage. L'honneur lui-même était en jeu. Porter un pantalon, c'était renoncer à sa prétention d'être une personne civilisée. Nous devons ici faire une pause pour considérer un préjugé romain connexe qui fournit un contexte important. Les Romains étaient profondément préoccupés par la masculinité et ils surveillaient les frontières de la tenue masculine acceptable avec une vigueur considérable. Les tuniques à manches longues, par exemple, étaient vues avec suspicion par les traditionalistes. Le célèbre général et homme politique Scipion Émilien a un jour critiqué ses opposants politiques pour avoir porté des tuniques à manches longues, insinuant que se couvrir les bras indiquait une effémination ou une faiblesse morale. Le Sénat a même interdit aux hommes de porter de la soie, la considérant trop douce, trop luxueuse, trop efféminée pour les hommes romains. Jules César bafouait les conventions en portant des tuniques amples à manches longues, un choix vestimentaire qui scandalisait les traditionalistes, même s'ils ne pouvaient pas vraiment critiquer un homme de son pouvoir. L'écrivain Quintilien décrivait « le corps épilé, la démarche brisée, la tenue féminine, comme des signes d'être molli, mou, peu viril, moralement suspect. » Pourtant, et c'est crucial, le pantalon n'était pas classé comme féminin dans la pensée romaine. Il était classé comme barbare, un tout autre type d'inacceptabilité. Les Romains voyaient les violations genrées des codes vestimentaires, hommes s'habillant de manière efféminée, et les violations culturelles, Romains s'habillant de manière barbare, comme des problèmes distincts, tous deux sérieux mais différents. Cette distinction est importante car elle révèle la peur plus profonde qui sous-tend l'hostilité romaine envers le pantalon. Une tenue efféminée menaçait l'ordre des genres, mais elle ne menaçait pas l'identité romaine elle-même. Un homme en soi était toujours romain, juste un Romain scandaleusement peu viril. Mais un Romain en pantalon faisait quelque chose de plus dangereux.
Il effaçait le marqueur visuel qui séparait le Romain du barbare. La menace était existentielle. Si les Romains portaient des pantalons, si cette ligne claire disparaissait, qu'est-ce qui faisait réellement de quelqu'un un Romain? La toge était peu pratique, certes, mais son impraticabilité même servait une fonction. Elle annonçait que vous étiez prêt à endurer l'inconfort au nom des normes civilisées. Elle démontrait que vous accordiez plus de valeur à l'identité culturelle qu'au simple confort. Le pantalon, en revanche, représentait une capitulation face à la praticité, la victoire de la fonction sur la forme, du confort individuel sur l'identité collective. Cela aide à expliquer l'intensité du préjugé romain. Bientôt, nous explorerons comment cette position idéologique s'est heurtée de plein fouet à la réalité géographique et militaire. Que se passe-t-il lorsque les engagements culturels d'un empire deviennent incompatibles avec sa survie? L'expansion militaire romaine a créé un dilemme inévitable. Les légions qui avaient conquis le monde méditerranéen se sont retrouvées de plus en plus déployées dans des régions où les vêtements méditerranéens ne fonctionnaient tout simplement pas. La Gaule, la Germanie, la Bretagne, ces provinces du Nord soumettaient les soldats romains à des climats pour lesquels leur tenue traditionnelle n'avait jamais été conçue. Imaginez, un instant, un légionnaire du sud de l'Italie stationné le long de la frontière du Rhin au cœur de l'hiver. Il porte une tunique de laine qui lui arrive à peu près aux genoux, des sandales de cuir aux pieds, les jambes nues. La neige recouvre le sol. Le Rhin gèle complètement. De l'autre côté du fleuve, des guerriers germains l'observent depuis la forêt, au chaud dans leurs épais pantalons de laine et leurs manteaux de fourrure. Notre légionnaire a froid, un froid misérable et dangereux. Les engelures menacent ses extrémités exposées. Il regarde son souffle se condenser dans l'air glacial. Et il sait avec une certitude absolue que les barbares qu'il est censé intimider sont bien plus à l'aise que lui. Ce n'était pas un scénario hypothétique. C'était la réalité quotidienne de milliers de soldats romains dans les provinces du Nord. L'Empire s'était étendu bien au-delà du chaud bassin méditerranéen, emportant avec lui des suppositions culturelles qui ne correspondaient plus aux conditions environnementales. Le décalage entre l'idéologie et le climat créait une véritable souffrance et réduisait l'efficacité militaire. Les soldats dont les pieds gelaient ne pouvaient pas marcher efficacement. Les troupes qui dépensaient leur énergie simplement pour rester au chaud ne pouvaient pas se battre à leur pleine efficacité. L'Empire était face à un choix: maintenir la pureté culturelle et accepter une capacité militaire réduite ou s'adapter aux conditions locales et compromettre l'identité romaine. Les premiers Romains à faire le choix pratique furent les troupes auxiliaires. Il s'agissait de soldats non citoyens recrutés parmi les peuples soumis de tout l'Empire. Gaulois, Thraces, Germains, Bretons, l'armée les enrôlait par milliers, les organisant en unités de cavalerie et d'infanterie qui complétaient les légions de citoyens. Ces auxiliaires n'avaient aucun attachement profond au code vestimentaire romain. Beaucoup venaient de cultures où le pantalon était traditionnel. Lorsqu'ils étaient stationnés dans des climats froids, ils continuaient simplement à porter les vêtements pratiques de leur pays d'origine. Les unités de cavalerie adoptèrent le pantalon particulièrement vite. Essayez de monter à cheval pendant des heures en tunique. Le tissu se tasse, frotte, n'offre aucune protection. Le pantalon résolvait ces problèmes avec élégance. Les pierres tombales des soldats auxiliaires du 1er et du 2e siècle représentent fréquemment le défunt en pantalon, un témoignage visuel de la généralisation de cette pratique parmi ces unités. Même l'empereur n'était pas à l'abri de la nécessité pratique. Auguste César, le premier empereur, qui avait ordonné aux citoyens de porter la toge au forum, qui avait cité la fière description de Virgile des Romains comme le peuple porteur de toges, ce même Auguste portait un pantalon.
L'historien Suétone rapporte qu'Auguste avait une santé fragile et portait des féminalia tout l'hiver pour se protéger du froid. Les féminalia étaient des culottes ajustées, qui couvrèrent de la taille aux genoux, nommées d'après le fémur, l'os de la cuisse qu'elles couvraient. Faites de cuir ou de laine, elles s'ajustaient étroitement à la jambe, offrant de la chaleur sans l'encombrement des bracailles gauloises plus amples. Le fait que l'empereur lui-même portait ces vêtements eut un effet légitimant. Si Auguste, maître du monde romain, fils adoptif de Jules César, pouvait porter un pantalon pour des raisons de santé, pouvait-il vraiment être entièrement barbare? Les soldats romains dans les provinces du Nord suivirent l'exemple d'Auguste à une échelle beaucoup plus grande. Ils adoptèrent opportunément la mode locale, comme le note sèchement un historien moderne. Ils empruntèrent les bracailles des Gaulois, ces pantalons de laine amples maintenus par des cordons. Les observateurs contemporains notaient que les bracailles étaient plus pratiques sur un champ de bataille nordique que des tuniques flottantes. C'est peut-être l'euphémisme du siècle. Les soldats prenaient des décisions rationnelles concernant leur survie et leur efficacité au combat. Ils privilégiaient la fonction au symbolisme culturel, choisissant la chaleur et la mobilité plutôt que l'adhésion à des codes vestimentaires créés pour un climat différent. L'adoption se fit progressivement, unité par unité, soldat par soldat, à mesure que la nécessité pratique submergeait la résistance idéologique. Nous pouvons retracer cette transformation à travers les preuves archéologiques et artistiques. La colonne Trajane, ce magnifique monument érigé à Rome en 113 de notre ère pour commémorer les victoires de l'empereur sur les Daces, fournit un enregistrement visuel détaillé de la pratique militaire romaine au début du IIe siècle. Le relief en spirale continu de la colonne dépeint des scènes des guerres daciques de 101 à 102 et de 105 à 106 de notre ère, montrant des milliers de soldats dans diverses activités. Un examen attentif révèle un schéma clair. Les soldats auxiliaires, distingués des légionnaires par leur cotte de mailles plutôt que par l'armure à plaques segmentées des troupes citoyennes, portent fréquemment des pantalons trois quarts ajustés. Ces féminalia apparaissent dans les scènes 25, 27, 40, 42, 61, 72, 77 et 104. Fait intéressant, le tout premier panneau montre l'armée en campagne d'été et les pantalons sont notablement absents. La variation saisonnière est reconnue même dans la propagande impériale officielle. Quand il fait chaud, les soldats portent des tuniques traditionnelles. Quand il fait froid, la nécessité pratique l'emporte. Les métopes d'Adam Clisy fournissent des preuves encore plus frappantes. Ces 54 panneaux de pierre en relief, faisant partie du monument Tropaeum Traiani, achevé en 109 de notre ère, commémorent les mêmes conflits daciques. Contrairement à la colonne Trajane, qui a été sculptée par des artistes qualifiés à Rome et présente une vision idéalisée de la guerre romaine, les métopes d'Adam Clisy ont été produites plus près du champ de bataille et montrent une vision plus crue et plus réaliste du combat. Ces panneaux représentent clairement non seulement des troupes auxiliaires, mais aussi des fantassins légionnaires portant des pantalons. La mode se propageait de la cavalerie à l'infanterie, des auxiliaires aux citoyens. Les monuments maintiennent des distinctions visuelles entre les Romains et leurs ennemis daces, mais la distinction ne repose plus uniquement sur le pantalon. Les Romains se distinguent par leur équipement militaire, leur formation de combat, leur style d'armure. Les barbares sont montrés avec des cheveux sauvages, des barbes et des armures différentes. Mais les deux camps, de plus en plus, portent des pantalons. À la fin du IIIe siècle, la transformation était indéniable. Les peuples germaniques étaient recrutés en grand nombre au service de Rome. L'armée de l'Empire devenait une force véritablement multiethnique, et les troupes germaniques apportaient avec elles leurs propres pratiques culturelles.
Les observateurs commencèrent à noter que les soldats romains ressemblèrent de plus en plus aux ennemis germains qu'ils combattaient. Un chercheur déclare sans ambages: « En regardant les pantalons sur les jambes des soldats, on peut identifier des preuves d'un héritage barbare. L'armée était devenue un moteur de changement culturel, ramenant des pratiques étrangères au cœur de l'Empire. Les soldats stationnés à la frontière pendant des années finissaient par prendre leur retraite et s'installer dans les villes romaines, apportant avec eux leurs pantalons pratiques. Les vétérans influençaient les jeunes hommes. Les enfants grandissaient en voyant le pantalon comme une tenue militaire normale. Progressivement, inexorablement, les marqueurs visibles qui distinguaient le romain du barbare s'érodaient. Cette tendance irrépressible terrifiait les autorités impériales. L'adoption du pantalon représentait plus qu'un changement de mode. Elle symbolisait la perméabilité de la culture romaine, l'incapacité des autorités traditionnelles à contrôler la façon dont les gens ordinaires s'habillaient et vivaient. Dans un instant, nous découvrirons comment les empereurs ont tenté d'utiliser la force de la loi pour inverser cette transformation culturelle, et pourquoi ces tentatives étaient vouées à l'échec dès le départ. À la fin du IVe siècle, l'Empire romain était une entité soumise à une pression extraordinaire. Les invasions barbares pressaient contre chaque frontière. Le pouvoir politique s'était fracturé entre les cours orientales et occidentales. L'économie luttait sous le poids des dépenses militaires. Les pratiques religieuses traditionnelles cédaient la place au christianisme. Dans toutes les sphères de la vie, les anciennes certitudes se dissolvaient. Dans ce contexte de crise et de transformation, les empereurs se sont saisis de tous les moyens pour préserver ce qu'ils considéraient comme l'identité romaine. L'un de ces moyens était de réglementer l'habillement. En l'an 397 de notre ère, les frères empereurs Honorius, régnant sur l'Empire d'Occident depuis Ravenne, et Arcadius, régnant sur l'Orient depuis Constantinople, publièrent un édit remarquable. Conservé dans le Code théodosien, cette grande compilation de lois impériales, nommées d'après leur père, l'empereur Théodose, le décret stipulait: « Au sein de la vénérable cité, il ne sera permis à personne de s'approprier l'usage de bottes ou de pantalons. » Notez la formulation: « Au sein de la vénérable cité ». L'interdiction visait spécifiquement Rome elle-même, le cœur sacré de l'Empire, le centre symbolique de la civilisation romaine. La peine pour violation était d'une sévérité sans mesure. Le contrevenant serait dépouillé de toutes ses ressources et livré à un exil perpétuel. Tout ce que vous possédiez serait confisqué. Vous seriez chassé de la société romaine pour toujours. Tout cela pour avoir porté un pantalon dans les limites de la ville. 2 ans plus tard, en 399 de notre ère, les empereurs publièrent des règlements supplémentaires, contrôlant encore plus strictement le port de pantalons et de bottes à Rome. Ce second édit précisait que les peines varieraient en fonction du statut juridique du contrevenant, mais que tous ceux qui violaient l'interdiction seraient expulsés de notre ville sacrée. L'escalade de l'application de la loi révèle le sérieux avec lequel la cour impériale considérait cette question. Il ne s'agissait pas de directives occasionnelles, c'étaient des lois fondamentales dont les violations entraînaient des peines normalement réservées aux crimes graves. Qu'est-ce qui a motivé des mesures aussi draconiennes? Les édits eux-mêmes suggèrent de multiples préoccupations qui se chevauchent. Une motivation pratique était de distinguer les civils du personnel militaire. À la fin du IVe siècle, les soldats portaient couramment des pantalons, et il y avait des moments de haute tension où les autorités voulaient identifier les militaires dans les zones civiles. La capacité de reconnaître instantanément qui était un soldat et qui ne l'était pas avait des implications pour la sécurité. Mais la motivation plus profonde était culturelle et symbolique. L'Empire était devenu, selon les mots d'un historien, un creuset de tradition après des siècles d'expansion. Les Romains vivaient aux côtés des Goths, des Grecs, des Égyptiens,
des Syriens, des Gaulois, des Germains, des peuples de tous les coins de la Méditerranée et au-delà. Les marqueurs visuels traditionnels de la romanité s'estompaient. Dans cet environnement, les empereurs tentèrent de tracer une ligne claire. À Rome même, les anciennes coutumes seraient maintenues. Pas de pantalon, pas de bottes. Une tenue romaine correcte ou l'exil perpétuel. Les édits peuvent être lus de manière tout à fait plausible, comme la tentative désespérée des empereurs de la fin de l'Empire de s'accrocher à l'identité romaine. Il y a quelque chose de poignant dans la futilité de l'effort. Ces empereurs voyaient leur monde se transformer de manière qu'ils ne pouvaient contrôler, et ils ont riposté contre le symbole le plus visible de cette transformation, la tenue barbare infiltrant la société romaine. Ils ont instrumentalisé la loi, brandissant l'exil et la confiscation contre quiconque violait les frontières vestimentaires. C'était de la politique symbolique dans sa forme la plus pure, une tentative de légiférer la culture, d'utiliser le pouvoir de l'État pour inverser un changement social organique. L'ironie suprême est qu'en 397 de notre ère, de nombreux Romains avaient déjà commencé à porter des pantalons. L'interdiction n'empêchait pas une innovation. Elle tentait d'inverser une pratique établie. Les sources historiques montrent clairement que le pantalon était devenu populaire dans l'Empire pour d'excellentes raisons. Il était pratique. Il était chaud. Il était confortable, surtout pour quiconque montait à cheval. L'armée l'avait normalisé. Les colons et les recrues germaniques l'avaient introduit dans toutes les provinces. La mode répond toujours à des besoins pratiques, et le pantalon répondait à des besoins que la toge et la tunique n'avaient jamais pu satisfaire. Les empereurs tentaient de fermer une porte qui était restée ouverte pendant des générations. Le ver, proverbialement, était déjà dans le fruit. Cela soulève une question profonde. Les lois pouvaient-elles réellement inverser le changement culturel? La menace de l'exil pouvait-elle surmonter l'attrait du confort et de la chaleur? Les édits impériaux pouvaient-ils l'emporter sur des décennies d'adoption pratique? La réponse de l'histoire est sans ambiguïté. Non. Le changement culturel motivé par la nécessité pratique est extraordinairement difficile à inverser par la seule interdiction légale. Les gens contourneront, ignoreront ou défieront ouvertement les lois qui contredisent leur expérience vécue de ce qui fonctionne. Les riches pouvaient faire face à l'exil, mais ils pouvaient éviter Rome s'ils préféraient porter des pantalons ailleurs. Les soldats pouvaient porter des pantalons partout, sauf dans la ville elle-même. Les gens ordinaires pouvaient porter des pantalons dans les provinces où l'application de la loi était laxiste. La loi créait une fiction de pureté culturelle à l'intérieur des murs de Rome, tandis que la réalité partout ailleurs continuait d'évoluer. La futilité de ces interdictions préfigure une transformation qui aurait stupéfié Honorius et Arcadius. En quelques générations, le vêtement qu'ils avaient banni sous la menace de l'exil deviendrait une tenue requise à la cour impériale elle-même. Comment cette extraordinaire inversion s'est produite reste l'une des transformations culturelles les plus déroutantes de l'histoire romaine. Quelque part au 5e ou 6e siècle, les historiens peinent à dater la transformation avec précision, quelque chose de remarquable s'est produit à la cour byzantine. L'Empire romain d'Orient, cette continuation de la Rome classique centrée sur Constantinople, a connu un renversement complet des normes vestimentaires officielles. La coutume barbare, même que les empereurs avaient bannie en 397, est maintenant devenue obligatoire pour quiconque souhaitait se présenter à la cour. Les hauts à manches et les pantalons étaient requis pour les fonctionnaires proches de l'empereur. Le pantalon est passé de banni à obligatoire. Les chercheurs étudiant l'histoire du costume byzantin admettent franchement, les chercheurs n'ont pas encore réussi à expliquer comment cela s'est produit. La transformation est documentée, mais le mécanisme reste obscur. Le VIe siècle est célébré dans l'histoire du costume pour l'avènement du pantalon,
au plus haut niveau de la société byzantine. Les sources décrivent des couvre-jambes ajustés appelés hosa apparaissant à la cour, portés par l'empereur lui-même et par tous les hauts fonctionnaires. Il ne s'agissait pas de soldats auxiliaires sur des frontières lointaines, faisant des compromis pratiques. C'était le cœur même du pouvoir impérial, la salle du trône où le successeur d'Auguste et de Constantin tenait sa cour, et tout le monde portait des pantalons. Le vêtement que Cicéron avait cité comme preuve de barbarie innée, qu'Ovide avait décrit avec un dégoût viscéral, que les empereurs avaient banni sous peine d'exil, était devenu l'uniforme officiel de la civilisation romaine sous sa forme byzantine. Une influence possible fut Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, qui régna sur l'Italie de 493 à 526 de notre ère. Théodoric était un héros barbare, selon l'estimation romaine, un roi germanique qui respectait néanmoins les institutions romaines et tentait de gouverner l'Italie à la fois comme roi goth et comme patricien romain. Sa cour à Ravenne mélangeait des éléments goths et romains, créant une culture hybride. Il est plausible que les choix de mode de Théodoric, combinant des pantalons germaniques avec des traditions administratives romaines, aient influencé la pratique byzantine. Le VIe siècle a également vu les guerres ostrogothiques et les guerres perses, des conflits prolongés qui ont mis les soldats et les fonctionnaires byzantins en contact étroit avec des peuples porteurs de pantalons. Peut-être que la pure praticité du pantalon pour la guerre et l'équitation, combinée à l'exposition à des versions persanes et gothiques richement décorées, les a progressivement fait paraître moins barbares et plus cosmopolites. L'influence orientale mérite une attention particulière. Les Perses, les Mèdes et les Parthes portèrent des pantalons depuis des siècles, non pas les bracailles de laine rugueuse des guerriers gaulois, mais des vêtements élaborés en soie et en coton, décorés de motifs complexes. Des mosaïques byzantines du 5e au 7e siècle montrent les mages, ces sages venus d'Orient, portant des pantalons à motifs distinctifs. Dans l'art romain antérieur, de telles représentations marquaient les porteurs comme étrangers, comme autres. Mais avec le temps, la valence culturelle a changé. Ce qui était barbare devint exotique. Ce qui était non civilisé devint luxueux. Les tissus coûteux, les motifs sophistiqués, l'association avec la richesse et le pouvoir orientaux, ces facteurs ont peut-être progressivement réhabilité le pantalon aux yeux des Romains. Le pantalon pouvait être réimaginé, non pas comme le costume de Germain poilu dans des forêts humides, mais comme la tenue élégante des cours persanes sophistiquées. Pourtant, cette explication, aussi plausible soit-elle, ne rend pas entièrement compte du changement radical. Les Romains connaissaient les pantalons persans depuis des siècles sans les adopter. Quelque chose a changé au 5e et 6e siècle, quelque chose dans la psychologie culturelle romaine, quelque chose dans la façon dont les Romains se comprenaient eux-mêmes et leurs relations avec les peuples qui les entouraient. C'était peut-être simplement l'accumulation de l'expérience pratique. Des générations de soldats avaient porté des pantalons. Des générations de civils avaient vu que le port du pantalon ne rendait pas quelqu'un moins romain. Les barbares, qui avaient autrefois été clairement autres, étaient désormais à l'intérieur de l'Empire, étaient des soldats romains, étaient parfois des empereurs eux-mêmes. Les frontières nettes s'étaient brouillées au-delà de toute reconnaissance. Ou peut-être que la transformation représente un passage plus profond de l'identité romaine à l'identité byzantine. L'Empire d'Orient évoluait vers quelque chose de nouveau, conservant les structures politiques et les traditions juridiques romaines, tout en absorbant les influences de toute la Méditerranée orientale et au-delà. Dans ce contexte, abandonner les codes vestimentaires basés sur la toge a pu sembler moins une trahison qu'une modernisation pratique. La toge était déjà devenue une relique cérémonielle. La plupart des gens portaient des tuniques dans la vie quotidienne. Peut-être que l'adoption du pantalon n'était que la prochaine étape logique,
remplacer un vêtement formel peu pratique par un autre qui avait au moins la vertu d'être chaud et confortable. Ce qui reste certain, c'est l'exhaustivité du renversement. En quelques centaines d'années, la civilisation romaine est passée de l'interdiction du pantalon sous la menace de l'exil à son exigence à la cour. L'arc de cette transformation, rejet, acceptation à contre-cœur, normalisation, obligation, s'est déroulé sur plusieurs siècles, mais s'est néanmoins déroulé. Le changement culturel, motivé par la nécessité pratique et le renouvellement des générations, s'est avéré plus fort que les édits impériaux et les préjugés classiques. La question que cela soulève est profonde. Que nous apprend cela sur la culture, l'identité et le changement? La lutte des Romains avec le pantalon éclaire les tensions fondamentales auxquelles les sociétés sont confrontées lorsque les symboles culturels se heurtent aux besoins pratiques. Pendant près d'un millénaire, les Romains se sont définis en opposition aux barbares porteurs de pantalons. La toge marquait le civilisé, le pantalon marquait le sauvage. Ce n'était pas une préférence mineure, c'était ancré dans la loi, la littérature, la rhétorique et la vie quotidienne. L'identité romaine était, littéralement, visible dans la façon dont les Romains s'habillaient. Pourtant, ce puissant symbole culturel a finalement cédé à la simple praticité. Les soldats avaient besoin de chaleur. Les cavaliers avaient besoin de mobilité. Le confort comptait. Lorsque l'idéologie et la nécessité entrent en conflit, la nécessité a tendance à l'emporter. Pas rapidement, pas facilement, mais finalement. Le pouvoir des vêtements en tant que marqueur d'identité ne peut être surestimé. Les vêtements sont portables, visibles et universels. Tout le monde doit porter quelque chose. Cela fait des vêtements un support idéal pour signaler l'appartenance à un groupe. Les Romains l'ont compris intuitivement. La toge annonçait la citoyenneté. Les bordures pourpres annonçaient la magistrature. Des plis et des arrangements spécifiques annonçaient une expertise dans la tenue correcte. Ces codes visuels permettaient aux Romains d'évaluer instantanément le statut, l'origine et la position sociale. Lorsque les barbares portaient des pantalons, ils annonçaient, intentionnellement ou non, leur statut de non-romain. C'est précisément pourquoi le pantalon est devenu si menaçant une fois que les Romains ont commencé à en porter. Le code visuel s'est effondré. On ne pouvait plus distinguer le Romain du barbare d'un seul coup d'œil. La frontière que les vêtements avaient maintenue est devenue perméable, et avec cette perméabilité est venue une profonde anxiété quant à l'identité elle-même. L'Empire et la conquête forcent inévitablement l'adaptation culturelle, malgré les meilleurs efforts des conquérants pour maintenir la pureté. Les Romains croyaient qu'ils apportaient de la civilisation aux barbares. Ils voyaient la transmission culturelle comme unidirectionnelle. Les barbares adopteraient les manières romaines, devenant plus civilisés dans le processus. Cela s'est produit, certainement. Les peuples conquis ont appris le latin, construit des villes de style romain, adopté le droit romain. Mais la transmission n'était pas unidirectionnelle. Les Romains ont également absorbé des pratiques des peuples conquis, surtout lorsque ces pratiques résolvaient de vrais problèmes. L'armée a servi de principal moteur de cet échange culturel. Les soldats passaient des années aux frontières, vivant aux côtés des populations locales, faisant face aux conditions locales. Ils apprenaient ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Ils s'adaptaient. Lorsqu'ils retournaient à la vie civile, ils apportaient ces adaptations avec eux. Malgré toutes les lois, toute la rhétorique, toute l'insistance sur le maintien des traditions romaines, la culture circulait dans les deux sens à travers les frontières impériales. L'arc du rejet à l'exigence révèle un schéma digne d'examen. D'abord vient le rejet pur et simple, le pantalon est barbare, discussion close. Puis l'acceptation à contre-cœur dans des contextes limités, eh bien, peut-être que les soldats dans le nord glacial ont besoin d'un accommodement. Puis la normalisation, le pantalon est simplement ce que beaucoup de Romains portent maintenant, du moins dans certaines régions ou situations.
Enfin, le renversement complet, le pantalon devient la forme de vêtement attendue, voire requise. Cette transformation a pris plusieurs siècles, plusieurs générations, au cours desquelles chaque cohorte successive a trouvé le pantalon légèrement moins étranger que ne l'avaient fait leurs parents. La vieille garde, ceux qui se souvenaient du temps où aucun Romain n'aurait rêvé de porter un pantalon, a vieilli et est morte. La nouvelle génération, qui avait toujours connu des soldats en pantalon, qui en avait peut-être porté elle-même dans son enfance, y a trouvé moins à redire. Le changement culturel opère sur des échelles de temps générationnelles. C'est pourquoi les édits impériaux se sont avérés si inefficaces. On ne peut pas légiférer sur les changements de perception générationnelle. L'histoire du pantalon représente un microcosme de schéma plus large de l'histoire romaine. Les Romains étaient remarquablement doués pour absorber les pratiques utiles des peuples conquis tout en maintenant une supériorité idéologique. Ils ont adopté la culture grecque en bloc tout en insistant sur le fait que les Grecs étaient efféminés et vaincus. Ils ont absorbé les tactiques militaires des Gaulois et des Germains tout en les qualifiant de barbares. Ils ont incorporé les religions orientales tout en maintenant la supériorité de la tradition romaine. Ce talent pour l'emprunt pragmatique tout en maintenant la pureté idéologique a bien servi l'Empire, jusqu'à un certain point. Mais finalement, la tension devient insoutenable. On ne peut pas indéfiniment maintenir que l'on est culturellement supérieur à des peuples dont on a adopté les pratiques. La dissonance cognitive devient trop grande. Peut-être que le renversement du pantalon représente le moment où les Romains, ou plutôt les Byzantins, ont cessé d'essayer de maintenir cette fiction et ont simplement accepté que ce qui était utile, quelle que soit son origine. Les tentatives désespérées de la fin de l'Empire pour préserver l'identité romaine à travers les codes vestimentaires préfigurent l'échec plus large à maintenir les frontières politiques et culturelles. Quand Honorius et Arcadius ont banni le pantalon en 397, ils répondaient à une crise réelle. L'influence barbare visible était partout. L'armée ressemblait à l'ennemi. Les tribus germaniques occupaient de hautes fonctions. La culture romaine traditionnelle semblait se dissoudre dans un mélange multiethnique. Les empereurs se sont saisis de n'importe quel outil pour préserver ce qu'ils considéraient comme la romanité. Mais la fragmentation politique se reflétait dans la fragmentation culturelle. On ne peut pas maintenir un empire uni par des codes vestimentaires. La transformation de l'Empire romain en Empire byzantin a impliqué de profondes continuités, droit, administration, christianisme, mais aussi de profonds changements. Le fait que le pantalon soit devenu acceptable, puis requis, symbolise cette transformation plus large. Byzance était le successeur de Rome, mais ce n'était pas Rome. On y parlait grec, pas latin, c'était chrétien, pas païen. Et on y portait des pantalons, pas des toges. Un regard en avant, de l'époque romaine à notre ère moderne, révèle à quel point le pantalon a complètement gagné la guerre culturelle. Aujourd'hui, le pantalon est universel dans la tenue occidentale, porté par tous les genres, toutes les classes, dans pratiquement tous les contextes, sauf les plus formels. Nous avons oublié qu'il fut autrefois scandaleux. Les enfants qui apprennent l'existence des toges romaines à l'école les trouvent exotiques, peu pratiques, peut-être ridicules. Ils n'ont aucune idée intuitive que les Romains considéraient le pantalon comme le choix barbare. Cette amnésie historique devrait nous donner à réfléchir. Quelles pratiques qui nous semblent aujourd'hui évidemment correctes pourraient paraître absurdes aux générations futures? Quelles coutumes barbares rejetons-nous actuellement que nos descendants adopteront? Le changement culturel semble glacial quand on le vit, mais sur des siècles, tout peut s'inverser. Du Forum à l'apogée de l'Empire à la cour byzantine des siècles plus tard, nous avons retracé une transformation extraordinaire. Un vêtement qui a commencé comme le costume déterminant des barbares
méprisée, moquée, légalement bannie, est devenue la tenue obligatoire de la civilisation romaine dans son incarnation orientale. Le voyage a duré des siècles et a traversé toute l'histoire romaine, de la fin de la République au début de l'ère byzantine. En chemin, nous avons vu des hommes intelligents déclarer que le pantalon était la preuve d'une agression innée. Nous avons vu des empereurs menacés d'exil pour le port de pantalons dans la cité sacrée. Nous avons retracé comment des soldats sur des frontières gelées ont fait des choix pratiques qui ont progressivement remodelé la culture impériale malgré la résistance des autorités traditionnelles. Tout au long, l'histoire est restée fondamentalement humaine, des gens ordinaires résolvant des problèmes pratiques, même lorsque ces solutions violaient des valeurs culturelles profondément ancrées. Avec une perspective moderne, la position romaine semble absurde. Bien sûr que le pantalon est utile, bien sûr que les gens sensés en portent dans les climats froids, bien sûr que les cavaliers ont besoin de protection pour les jambes. Le préjugé culturel qui a poussé les Romains à considérer le pantalon comme barbare nous frappe comme sans fondement, le produit d'une association arbitraire plutôt que d'une évaluation rationnelle. Pourtant, cette clarté moderne devrait nous humilier plutôt que nous réconforter. Les Romains n'étaient pas moins intelligents que nous. Leurs préjugés leur semblaient aussi naturels et justifiés que les nôtres nous le semblent. La leçon ici est à double tranchant. Tout comme les Romains ont finalement abandonné leur position anti-pantalon, lorsque la nécessité pratique est devenue écrasante, nous pourrions voir nos propres certitudes culturelles s'éroder sous la pression de l'expérience pratique. Les frontières que nous traçons entre civilisés et barbares, correctes et incorrectes, nous et eux, ces frontières sont plus contingentes qu'elles n'y paraissent. La controverse sur le pantalon éclaire la manière dont les frontières culturelles sont construites plutôt que naturelles. Il n'y avait rien d'intrinsèquement civilisé dans les jambes nues en tunique. Il n'y avait rien d'intrinsèquement barbare dans les jambes couvertes en pantalon. La distinction était arbitraire, un accident historique élevé au rang de vérité éternelle. Les Romains se sont convaincus que cette distinction arbitraire reflétait quelque chose de plus profond, le caractère moral, la capacité civilisationnelle, la valeur inhérente. C'est ce que fait le préjugé. Il prend des marqueurs de surface et leur confère une signification profonde. Le vêtement devient la personne. Le costume devient le destin. Briser ce genre de préjugés nécessite soit une pression pratique écrasante, soit un changement générationnel. Ou, comme ce fut le cas pour Rome et le pantalon, les deux agissant de concert sur des siècles. Les besoins pratiques finissent par surmonter les préjugés culturels, bien que le processus ne soit ni rapide ni sans heurts. Les soldats romains ont gelé en tunique pendant des générations avant que le pantalon ne devienne acceptable. La nécessité militaire était apparente dès les premières campagnes d'hiver en Germanie, mais la résistance culturelle a retardé l'adaptation pendant des siècles. Le changement s'est produit de manière incrémentale, contesté à chaque étape, jusqu'à ce que finalement la nouvelle pratique devienne si normalisée qu'une jeune génération ne pouvait pas comprendre pourquoi on en avait fait tout un plat. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Les innovations utiles se heurtent à une résistance non pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce qu'elles menacent l'identité, brouillent les frontières, forcent les gens à reconsidérer des croyances profondément ancrées sur qui ils sont et ce qui les sépare des autres. Le changement générationnel s'est avéré plus puissant que les édits impériaux. Honorius et Arcadius pouvaient interdire le pantalon à Rome, pouvaient menacer d'exil et de confiscation, mais ils ne pouvaient pas empêcher les parents de vêtir chaudement leurs enfants, ne pouvaient pas empêcher les vétérans de porter une tenue militaire familière dans la vie civile, ne pouvaient pas arrêter l'érosion progressive des vieux préjugés à mesure que chaque génération se souciait un peu moins que la précédente de maintenir des distinctions arbitraires.
La transformation culturelle opère sur des échelles de temps plus longues que la vie d'un individu, ce qui la rend à la fois inexorable et invisible pour ceux qui la vivent. Les Romains de l'an 200 de notre ère auraient été choqués d'apprendre que leurs descendants porteraient des pantalons comme tenue de cour officielle. Mais le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est accumulé lentement, personne par personne, décennie par décennie, jusqu'à ce que la nouvelle normalité émerge de l'accumulation de choix pratiques individuels. L'histoire du pantalon fait écho aux débats actuels sur l'identité culturelle et l'adaptation. Lorsque nous débattons de l'immigration, de l'intégration culturelle, de la mondialisation, nous débattons souvent de versions de la même question à laquelle les Romains ont été confrontés. Maintenons-nous les marqueurs traditionnels de l'identité même lorsqu'ils deviennent peu pratiques? Résistons-nous aux influences étrangères comme des menaces à ce que nous sommes? Ou nous adaptons-nous? Absorbons-nous? Évoluons-nous? L'expérience romaine du pantalon suggère qu'une résistance rigide finit par échouer, que les cultures restent vitales en s'adaptant même si elles essaient de maintenir une continuité. Byzance était romaine, mais pas de la manière qu'Auguste aurait reconnue. Elle s'était transformée, avait absorbé de nouveaux éléments, avait rejeté d'anciennes certitudes, et elle a survécu 1000 ans de plus après la chute de l'Empire d'Occident. La flexibilité et le pragmatisme, paradoxalement, ont mieux préservé la civilisation romaine qu'une adhésion rigide à la tradition ne l'aurait fait. L'empire qui a conquis le monde connu n'a pas pu vaincre le pantalon. Il y a quelque chose de presque comique dans cette réalité, toute cette puissance militaire, toute cette sophistication politique, toute cette confiance culturelle, vaincue par de simples couvre-jambes. Mais peut-être que la leçon porte précisément sur les limites du pouvoir politique et de l'insistance idéologique. On peut conquérir un territoire, exiger un tribut, imposer des lois. On ne peut pas, en fin de compte, contrôler la culture, qui émerge de millions de choix individuels concernant le confort, la praticité et l'identité. L'accumulation ascendante de décisions pratiques s'est avérée plus forte que l'insistance descendante sur la tradition. Les soldats gelés choisissant la chaleur, l'empereur protégeant sa santé fragile, les vétérans préférant des vêtements familiers, les enfants grandissant en voyant le pantalon comme normal. Ces actes individuels se sont accumulés pour devenir une transformation civilisationnelle. La culture est toujours en mouvement, toujours en adaptation, jamais aussi stable qu'elle ne le paraît à ceux qui en font partie. Les Romains se percevaient comme éternels, leur manière comme fixe et naturelle. Pourtant, au VIe siècle, presque tout avait changé. La religion, la capitale, la langue de l'administration, et oui, les vêtements. Ceux qui résistent le plus bruyamment au changement l'adoptent souvent le plus complètement une fois la transition effectuée. Les empereurs byzantins, portant leurs pantalons de cour obligatoires, auraient probablement été offensés qu'on leur rappelle que leurs ancêtres avaient considéré de tels vêtements comme barbares. La nouvelle normalité, une fois établie, devient simplement normale. L'histoire est oubliée. Le scandale d'aujourd'hui devient la norme de demain. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de l'histoire culturelle romaine à travers le prisme improbable du pantalon. Ce qui a commencé comme une simple question, pourquoi les Romains détestaient-ils le pantalon? A révélé des couches de signification sur l'identité, les préjugés, l'adaptation et le changement. Nous avons vu comment la géographie façonne la culture, comment la conquête transforme le conquérant, comment la nécessité pratique érode progressivement la certitude idéologique et comment les cultures évoluent malgré leurs meilleurs efforts pour rester statiques. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les attitudes romaines envers l'habillement, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres passionnés d'histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires surprenantes du monde antique où des objets du quotidien révèlent des vérités profondes sur les sociétés humaines.
Laissez un commentaire avec vos réflexions. Quels vêtements modernes les anciens Romains trouveraient-ils le plus choquant? Quelles certitudes culturelles actuelles nos descendants pourraient-ils trouver aussi absurdes que le préjugé anti-pantalon des Romains? D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que le scandale d'aujourd'hui est la norme de demain, et que les coutumes barbares que nous rejetons aujourd'hui pourraient devenir les exigences de la cour de demain.